Vous avez tout dit, je pense que c'est pas la peine, on passe à autre chose. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, je remercie tout d'abord cette Verimi qui m'a invité, qui m'a donné l'occasion et l'immense plaisir de revenir à Oujda, une ville que j'ai passé 7 ans comme étant un enseignant et que le professeur Verimi m'a donné ce plaisir de revenir et vous voir toutes et tous. Donc, il m'a été donné de présenter sur les troubles fonctionnels intestinaux et le syndrome d'intestin irritable. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est très fréquent. Une récente étude qui a été faite aux États-Unis, Canada et au Royaume-Uni. Donc, c'est à peu près 30% des gens qui ont des troubles fonctionnels intestinaux. Donc, un patient sur 3 ou un patient sur 4. Alors, une petite question avant de commencer. Syndrome d'intestin irritable, est-ce que ça veut dire colopathie fonctionnelle? Vous me dites oui si vous êtes d'accord. C'est oui? C'est ça? Non? Ça veut dire troubles fonctionnels intestinaux. Ça veut dire troubles fonctionnels digestifs. La constipation chronique fonctionnelle fait partie du syndrome d'intestin irritable. La diarrhée chronique fonctionnelle fait partie du syndrome d'intestin irritable. Oui. Une constipation associée à un inconfort abdominal constitue un syndrome d'intestin irritable. Oui. C'est une somatisation digestive des troubles anxio-dépressifs. Oui. Oui, mais comme ça, c'est pas vraiment ça. En fait, rien n'est juste. Hein. Voilà. Voilà. Donc, pour le critère de RAND4, on a les troubles fonctionnels digestifs. D'accord? Ces troubles fonctionnels, on trouve le trouble œsophagien, on trouve la dyspepsie pour l'estomac, on trouve même de l'incontinence, on trouve de la constipation terminale. Parmi ces troubles, on trouve les troubles fonctionnels intestinaux. Donc, parmi les troubles fonctionnels digestifs, on trouve les troubles fonctionnels intestinaux. Il y en a plusieurs troubles. Il y a la constipation fonctionnelle, il y a la diarrhée fonctionnelle et il y a le syndrome d'intestin irritable. D'accord? Dans le syndrome d'intestin irritable, on a le syndrome d'intestin irritable à prédominance constipation, et ainsi de suite, à prédominance diarrhée, etc. À part de la diarrhée chronique, constipation chronique, ce qui fait la différence, je vous le dis d'emblée, c'est la présence de douleur. D'accord? Constipation chronique, pas besoin d'avoir, pas forcément il y a une douleur abdominale associée. D'accord? Je ne parle pas de l'inconfort, parce que ça a été, RAND 3 c'était l'inconfort digestif, RAND 4 c'était clair, présence de douleur. D'accord? On peut avoir un inconfort, un ballonnement fonctionnel, etc. Voilà. Donc pour mettre un peu la part des choses. Donc pour essayer d'expliquer les troubles fonctionnels intestinaux, le syndrome d'intestin irritable, on a évoqué dès les années 50 des troubles de motilité intestinale. C'est resté pendant longtemps la seule explication jusqu'aux années 90 où on a commencé à parler d'une hypersensibilité viscérale, et d'ailleurs c'est toujours de mise, et ça a été prouvé puisque ces malades, en testant, en employant le test de ballonnet, ils pouvaient avoir des douleurs à des diamètres que les patients qui n'ont pas de syndrome d'intestin irritable ne sentaient pas, mais eux, ils sentent la douleur à des diamètres très précoces. Et donc, on a mis en évidence une hypersensibilité viscérale, et pas que au niveau intestinal, on va en parler. Mais plus de ça, plusieurs choses ont émergé, troubles de microbiote, des intolérances alimentaires, etc. Et donc, on est passé des troubles moteurs à une hypersensibilité viscérale, qui est très importante dans la physiopathologie jusqu'à maintenant, à une perturbation du dialogue intestin-cerveau, mais aussi à la présence d'une anomalie du microbiote, anomalie des acides biliaires chez quelques patients, une augmentation de la perméabilité intestinale, et surtout finalement une interaction entre ces différents paramètres physiopathologiques qu'on a évoqués. Pour le microbiote, c'est très à la mode. Hein, on évoque le microbiote maintenant, même dans les pathologies extradigestives, même dans la dépression, dans les troubles anxieux, etc. Et donc, ça a été prouvé qu'il y avait des anomalies qualitatives chez certains patients, avec un excès de firmicutes et une réduction de bactérioïdètes, et même des anomalies quantitatives avec présence d'une population microbienne qui est plus importante chez les patients qui ont des troubles fonctionnels par rapport à la population générale. Et donc, la physiopathologie des troubles fonctionnels passe par l'axe microbiote, tube digestif cerveau
et vice-versa, parce que c'est une perturbation qui est bidirectionnelle. Donc on a cette notion de dysbiose qui est maintenant admise dans le trouble fonctionnel intestinal avec une augmentation de la perméabilité et l'existence d'une inflammation à bas bruit. Revenons un peu à cette perturbation du dialogue intestin-cerveau, comme j'ai dit, qui est bidirectionnelle. Chez les patients qui ont du trouble fonctionnel intestinal, on a trouvé qu'il y a présence de troubles psychiques à l'ordre de l'anxiété, dépression, etc., de l'ordre de 30 à 90% selon les études. Donc il y a une augmentation de ces troubles chez ces patients. Et on a essayé d'expliquer ça. Il y a déjà les voies neurologiques, il y a les voies afférentes. Lorsqu'on a mal, ça agit d'une manière ou d'une autre sur notre cerveau, par la douleur, le fait de ressentir la douleur de façon continue, répétée, etc. Mais lorsqu'on est anxieux, lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est déprimé, là aussi, ça agit mal sur notre tube digestif, soit par les voies afférentes, du sympathique et parasympathique, soit par la sécrétion du CRF, de la corticotrophine releasing factor, au niveau sanguin. Ces CRF, ils vont se lier à des récepteurs au niveau des mastocytes. Et ces mastocytes, ils vont libérer de l'histamine, ça va provoquer une micro-inflammation. Donc, l'anxiété, le stress, il peut provoquer un état inflammatoire au niveau intestinal. Ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas avant. D'accord ? Et vice-versa, des troubles du microbiote peuvent provoquer une micro-inflammation et peut, par les afférences nociceptives, par les récepteurs nociceptifs et les afférences neurologiques, interagir avec notre cerveau. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Les modérateurs m'ont dit de respecter le temps, donc je vais passer rapidement sur les cas cliniques. Donc, c'est une patiente, une femme. Après un épisode de gastroentérite, elle a gardé des symptômes d'ordre de douleur depuis 3 ans, qui sont aggravés il y a 5 mois, surtout dans un contexte de problème au niveau de son travail. S'agit-il d'un syndrome d'intestin irritable? En suivant les critères de Rome, 4, qu'est-ce qu'ils disent? Présence de douleur abdominale, d'accord, associée, pendant au moins une fois par semaine, c'est-à-dire que c'est fréquent pendant les 3 derniers mois, avec des symptômes qui ont commencé plus de 6 mois, associés à au moins 2 des facteurs. Ces douleurs, ils sont souvent améliorées après défécation. Ils sont associés à une modification soit de la fréquence des selles, soit de la consistance des selles. Ainsi, on détermine les sous-groupes de syndrome d'intestin irritable, soit à prédominance constipation, diarrhée ou mixte, ou inclassé. Et il ne faut pas hésiter à utiliser cette échelle, je l'utilise avec les patients pour savoir quel type de selles. Et après, on classe les patients selon la fréquence de ces types de selles, soit plutôt prédominance diarrhée, soit constipation, soit mixte. C'est important après pour le choix thérapeutique. Alors je passe, donc la patiente avait des Bristol 6 avec 4 à 6 selles, donc elle avait un syndrome d'intestin irritable type diarrhée. La patiente vous demande est-ce que cela a une relation avec l'épisode de la gastroentérite qu'elle a eu initialement? Aucun rapport? Il y a un rapport parce qu'il s'agit probablement d'un syndrome intestin irritable post-infectieux. C'est décrit chez 20% des patients qui ont un syndrome d'intestin irritable. Alors, quand est-ce qu'on fait une gastroentérite? C'est quoi les facteurs de risque qui vont provoquer à ce que cette gastroentérite va passer à une chronicité, à un trouble fonctionnel chronique? C'est chez les femmes, je suis désolé pour vous, mesdames, lorsque l'infection est sévère, on a utilisé des antibiotiques, et lorsque, chez les patients qui ont des troubles d'anxiété, des patients dépressifs, ou détresse psychologique au moment d'avoir l'infection. Donc, c'est les facteurs qui favorisent le passage vers des troubles fonctionnels intestinaux après un épisode de gastroentérite. Alors, qu'est-ce qu'il faut demander à cette patiente? Est-ce qu'il faut la bilanter? Un minimum de bilan, oui, je passe rapidement. NFSRP, mais par contre, il ne faut pas demander un bilan exhaustif. Ça ne sert à rien et peut-être on va aider le patient à somatiser encore. Donc, NFSRP, calprotectine fécale, ça a été prouvé que c'est surtout pour sa valeur prédictive négative. Si elle est inférieure à 50, c'est presque sûr, à 99%, que le patient ou la patiente n'a pas de troubles organiques, c'est plutôt des troubles fonctionnels. Quoi d'autre? On peut demander TSH si on a des signes d'hyperthyroïdie associés en dehors de la diarrhée. Par contre, si on a un syndrome d'intestin irritable diarrhée, ça sera bien de demander les anticorps antitransglutaminase type tissulaire pour éliminer une maladie cœliaque.
Coloscopie n'est pas systématique. Si elle est faite, on doit faire des biopsies systématiques à la recherche de colites microscopiques. Il y a des facteurs de risque, ça fait partie c'est l'affaire du spécialiste, du gastro-entérologue. Alors, il y a des cas particuliers du syndrome intestin irritable diarrhée. Lui aussi, il y a des sous-types. Il y a le syndrome, on vient de parler, syndrome intestin irritable post-infectieux. Il y a les patients qui ont sensibilité au gluten ou sensibilité au lactose. Par contre, c'est très difficile de retrouver, d'objectiver cette intolérance. Les patients qui ont une pullulation microbienne ou SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, c'est des diagnostics difficiles. Il y a les tests respiratoires au glucose, etc. Mais c'est très difficile à faire le diagnostic de ces patients. On passe des fois à un test aux antibiotiques pour savoir. Et des fois, c'est les patients qui disent que lorsqu'ils ont pris des antibiotiques flagyl ou autres, ils s'améliorent. C'est là où on suspecte que probablement ils ont une pullulation microbienne intestinale. Il y a la malabsorption aux acides biliaires, ça concerne 20 à 30% des patients. C'est une physiopathologie qui est mal connue, mais on les traite par les cholestéramines. Traitement, on va le voir après, on va y revenir. Donc je passe directement au deuxième cas, c'est un syndrome d'intestin irritable, c'est la même chose. Donc des douleurs depuis plus de 20 ans, c'est une femme jeune, de stress au travail là aussi, à l'accentuation des douleurs lorsque ça passe mal au travail, et il a une selle tous les 2 à 3 jours, et parfois une selle par semaine, voilà, des crises plus intenses, avec un météorisme abdominal. Et ça s'améliore au cours des vacances. Donc, vous évoquez un syndrome d'intestin irritable. La patiente évoque des douleurs sévères, ça n'élimine pas un syndrome d'intestin irritable. Les douleurs, ils peuvent être sévères, voire très sévères, qu'on peut apprécier par un score précis. Et ils peuvent avoir des douleurs associées en dehors de l'intestin. Ils peuvent avoir des douleurs musculaires, articulaires, ils peuvent avoir des cystites avec des ECBU qui sont négatifs, ils peuvent avoir des dyspareunies. Et ça témoigne de l'état d'hypersensibilité viscérale que ces patients ont. Donc, dans 50% des cas, les douleurs sont sévères. Donc, la sévérité de douleur n'élimine pas que les troubles soient des troubles fonctionnels. Bien sûr, il faut rester toujours prudent. On peut avoir d'autres douleurs somatiques associées. Les fibromyalgies, l'association avec les fibromyalgies, elle est très fréquente chez les patients qui ont troubles fonctionnels intestinaux, lombalgie, céphalée, dyspareunie, on a parlé. On peut avoir un RGO associé, c'est un oesophage qui est hypersensible, c'est un faux RGO, c'est pas un RGO. Comme on peut avoir une dyspepsie associée, comme on peut avoir, on l'a dit, de l'anxiété et de la dépression. La coloscopie, quand est-ce qu'il faut la faire? Quand on a des signes d'alarme chez les patients qui ont plus de 50 ans, voire récemment 45 ans, rectorragie, diarrhée, amaigrissement non expliqué. Un amaigrissement est souvent expliqué chez ces patients par un régime strict. Ils ont peur de manger parce qu'ils ont mal après à avoir mangé et ils suivent un régime strict, donc on peut avoir un amaigrissement. Mais si l'amaigrissement est inexpliqué, c'est un signe d'alarme, il faut aller faire une coloscopie. On va revenir pour le traitement. Donc, on a traité symptomatiquement cette patiente. Il s'est amélioré sur le plan transit par les laxatifs, mais il garde toujours des douleurs et il demande est-ce qu'il y a un régime alimentaire à suivre. J'ai vu beaucoup de régimes prescrits par les médecins. Le seul régime qui a fait ses preuves, en fait, c'est le régime pauvre en FODMAPs. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est un régime qui est très astreignant, très restrictif, et il faut qu'il soit suivi par un nutritionniste, un diététicien formé pour le régime pauvre en FODMAPs. Il ne faut pas juste conseiller aux patients de dire prenez ça, ne pas prendre ça. Ça a été prouvé par des études, c'est des patients qui ont des régimes restrictifs et du coup ils développent des carences, des manques, des hypophérétinémies, etc., parce qu'ils se privent de beaucoup d'aliments. Et donc il faut qu'ils soient suivis par des nutritionnistes spécialisés. Alors c'est depuis cette étude australienne, donc c'est des patients qui étaient sur un régime australien standard, et donc deux bras, un groupe qui a continué son régime australien, et un groupe qui a suivi le régime sans FODMAPs et qui sont nettement améliorés sur le plan symptomatique. Alors, comment ça se passe? Alors, durant 4 à 8 semaines, on va interdire tous les médicaments qu'on a vus, beaucoup de fruits, les légumineuses, le lait, le blé et dérivés, on va tout interdire pendant les 4-8 semaines et les patients vont se voir améliorés sur le plan symptomatique. Après, sur une durée de 6 à 10 semaines, le nutritionniste il va autoriser l'introduction de façon progressive, aliment par aliment, et il va voir quand est-ce que ça va déclencher des symptômes. Donc, les aliments ainsi qui sont déclencheurs des symptômes, ils vont être bannis.
Et après, on aura au long cours un régime à la carte selon ce qu'on est ressorti de cette période de texte. Donc c'est un régime qui est très difficile, mais c'est le seul régime qui a été vraiment prouvé. Ceci dit, une autre étude est venue, il a comparé juste un traditionnel régime qu'on donne aux patients qui ont intestin irritable, c'est-à-dire éviter tout ce qui donne des gaz, les brocolis, les légumes verts, tout ce qui est friture, tout ce qui est diminuer la quantité du lait ingéré par jour, etc. Et finalement, il n'y avait pas grande différence avec le régime sans FODMAPs. Et j'arrive à la prise en charge thérapeutique. Donc, le premier volet de cette prise en charge, et ce n'est pas pour le dire, il faut vraiment passer, le traitement passe par une relation médecin-malade. Donc, il faut écouter les patients. Ça demande beaucoup de temps. Si on veut vraiment prendre en charge un patient qui a un syndrome d'intestin irritable ou trouble fonctionnel digestif, il faut leur donner du temps. Ils demandent du temps. C'est des consultations pas de 10 minutes, 15 minutes, c'est des consultations de 30 minutes, 40 minutes, voire plus. Voilà. Et il faut éviter de dire aux patients que vous n'avez rien. Ça, c'est mal accepté à un patient qui souffre, qui a mal, qui n'arrive pas à bien travailler, et vous lui dites que vous n'avez rien, monsieur, il a l'impression qu'il est là, et que vous lui dites qu'il simule, alors que ce n'est pas le cas, il a vraiment mal. Et donc, il faut éviter cette phrase. Alors là, c'est une étude qui a comparé. Alors, plus la première consultation a été bien conduite par le médecin qui a montré de l'empathie pour le patient, qui a bien écouté le patient, qui a essayé d'expliquer un peu les grandes notions de physiopathologie de sa maladie, moins il y aura de visites et de faux visites et de faux plaintes après et de visites de contrôle. Donc plus la première visite, on insiste sur cette relation médecin-malade et sur l'empathie et la compréhension du malade, plus ça va donner de bons résultats. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comme on a dit, il faut écouter le patient, éviter des phrases comme vous n'avez rien, que vous avez ça ne veut rien dire, absolument rien dire. Il faut expliquer quelques notions de physiopathologie. Il y a une hypersensibilité viscérale, il y a des troubles moteurs, c'est un trouble fonctionnel qui n'est pas organique, il n'y a pas de risque à passer à autre chose, il n'y a pas de risque de cancer, il n'y a pas de risque de faire une myie associée ou quelque chose. Et que la guérison, il n'est pas question de guérison, mais les traitements qu'on donne, ce n'est pas pour qu'ils guérissent, mais pour diminuer l'intensité et espacer les crises douloureuses. Voilà. Alors ça, c'est juste pour justement insister que ce n'est pas juste une somatisation de troubles anxio-dépressifs. Ça, c'est des gens sains, ça, c'est des gens qui ont un syndrome d'intestin irritable. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on a injecté du sérum salé dans une muqueuse duodénale. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, ni chez les patients, ni chez les gens sains, ni chez les patients. On a injecté de l'histamine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une réaction inflammatoire chez les deux groupes. On a injecté des dérivés de blé, de gluten, de milk. Alors les patients sains, ils n'avaient rien. Les patients que se plaignaient de troubles fonctionnels intestinaux, de syndrome intestinal, il avait une réaction inflammatoire. Donc il y a un petit substrat organique quand même s'il n'y a pas d'ulcère, il n'y a pas de congestion, etc. Il y a une inflammation à bas bruit chez ces patients. Deuxième chose, c'est les règles hygiéno-diététiques, on a parlé. Donc il y a le régime pauvre en FODMAPs. Il faut arrêter le tabac et l'alcool, ça a été démontré. Il faut conseiller ça, il faut insister. Il faut conseiller le sport, surtout chez les patients constipés, et ça donne de résultats. Si le patient il est assidu, ça donne de résultats. Au bout de 3 mois, il commence à avoir de bons résultats. Pour les patients constipés, il faut apprendre à ne pas se retenir. Il faut entrer aux toilettes des heures fixes, préférentiellement le matin. Il ne faut pas qu'ils soient dérangés par contre. Privilégier les toilettes turques, c'est difficile lorsqu'on est habitué aux toilettes modernes, on va dire, qui sont très, très mauvais. Le cas échéant, il faut conseiller chez tout le monde, et pas juste chez les patients constipés. Les toilettes modernes, ils sont antiphysiologiques, ils ne sont pas faits pour la défécation. Et donc, si on veut éviter qu'on évolue tous vers une constipation terminale, une dyschésie, il faut utiliser une marche et adopter cette position au moment de la défécation. Supplémentation de fibres alimentaires chez les patients constipés, mais pas les patients syndrome intestin irritable type constipation, parce que ça va leur faire mal. Il faut privilégier les fibres solubles et non les fibres insolubles. On peut utiliser les Spagulax, le Regulax, etc. Ils sont ils sont pas bien prescrits, alors c'est les médicaments de première intention. Il faut conseiller aussi l'eau riche en magnésium, ça favorise la motilité
intestinale. Les antispasmodiques qui sont très prescrits chez les patients qui ont des troubles fonctionnels, ça a été étudié, il y a un faible apport des antispasmodiques, bien que c'est les médicaments les plus prescrits. Ils ont montré une certaine efficacité qui est statistiquement significative, mais qui reste finalement très faible. Ils sont recommandés, bien que les dernières recommandations américaines de 2021, ils sont contre l'utilisation des antispasmodiques. Mais toutes les autres recommandations maintiennent encore l'utilité des antispasmodiques. Les antispasmodiques peuvent diminuer la motricité colique, donc il faut faire attention chez les patients qui sont constipés. Efficacité démontrée, mais faible, modeste. Plusieurs molécules, vous le connaissez. On peut prescrire par exemple le trimébutylmébévérine pour les patients qui ont une douleur postprandiale impériosité et le fluoroglycinol, le spasfon, pour les exacerbations douloureuses. Les régulateurs de transit pour les patients constipés, première intention, le mucilage, alors que c'est les moins prescrits, je ne sais pas pourquoi. Alors il y a le Régulax, les spagules, puis les laxatifs osmotiques, type PEC, polyéthylglycol, Macrogol, Forlax, etc. Il faut éviter de prescrire à l'encours et de façon continue les laxatifs stimulants. Ils sont très utilisés par les patients parce qu'il faut dire qu'ils sont efficaces, mais ils ont des effets secondaires. Donc il faut les utiliser qu'à des moments précis ou de façon momentanée ou ponctuelle pour les patients qui, ça fait une semaine qu'il n'est pas allé aux toilettes, qu'il veut se soulager, il peut le prendre, mais il ne faut pas qu'il le prenne de façon chronique. La diarrhée, on peut utiliser les antidiarrhéiques motrices, l'opéramide, voire les atapulgites, à sorte actapulgite, colopathil ou des smectines comme smecta pour solidifier un peu les selles. On peut essayer de moduler les microbiotes, soit en prescrivant les probiotiques, les prébiotiques et les symbiotiques. Ce n'est pas des médicaments proprement dits, mais ils sont considérés comme des compléments alimentaires. Là aussi, ça a été prouvé qu'ils ont une amélioration, surtout pour le ballonnement et des fois la constipation. Il y a beaucoup sur le marché. Le problème, c'est qu'on peut utiliser un médicament qui contienne... Je n'ai aucun conflit d'intérêt. Si j'ai mis ça, c'est parce que, pour insister qu'il ne suffit pas de prescrire une souche bactérienne, mais la sous-souche qui est concernée. D'accord ? On peut prescrire un médicament qui contient Bifidobacterium infantis et qui n'aura pas la même efficacité, sauf s'il contient la même sous-souche. Et il y a des médicaments, j'ai mis les noms commerciaux, c'est ceux que je connais. Si vous connaissez d'autres, c'est tant mieux. On peut utiliser l'antibiothérapie, un antibiotique qui n'est pas absorbé au niveau intestinal. Et là encore, ça a été prouvé dans des études même qui étaient publiées dans le New England Journal. Et l'indication essentielle, c'est les syndromes intestinaux irritables en dehors de ceux qui ont une prédominance constipation. Et finalement, j'arrive aux antidépresseurs. Alors, les antidépresseurs qui doivent être prescrits au cours des troubles fonctionnels intestinaux, mais pas en première intention, c'est les antidépresseurs tricycliques. Ils font mieux que les antidépresseurs, les inhibiteurs de la rupture de la sérotonine, notamment l'amitriptyline. Je suis désolé, je vais citer le nom, c'est l'Aroxyl. Pourquoi j'ai mis ? Parce que l'Aroxyl a une forme solution, donc on peut commencer par des doses très progressives. On va en parler. Donc il y a une amélioration globale sous antidépresseurs et ils ont une action centrale et périphérique. Ils augmentent un peu le seuil de douleur. Enfin, voilà. Donc il vaut mieux commencer par des doses très, très progressives à ordre de 10. 10 ça fait 5 gouttes, c'est ça 5 gouttes, 10 gouttes. Parce que c'est à 4%. Bon. Les 10 gouttes, on commence par 10 gouttes et on augmente. Après on peut passer au comprimé. Lorsqu'on arrive à 25-50 mg, on peut aller jusqu'à 75 mg, et là ça commence la dose antidépressive. On augmente par des paliers de 4 à 5 jours et on peut faire un essai de 1 à 3 mois pour voir si le patient va s'améliorer. S'il s'améliore, s'il a moins moelle, on peut le laisser jusqu'à 6 mois. Enfin, on va le laisser jusqu'à 6 mois. Après 6 mois, on va commencer une dégression progressive. Les anxiolytiques, ça a été dit, ce sont les médicaments les plus prescrits chez les troubles fonctionnels intestinaux. Mais ce n'est pas justifié. En tout cas, pour que je sois clair, les anxiolytiques ne sont pas un traitement de troubles fonctionnels intestinaux. Mais on peut traiter l'anxiété qui accompagne ces patients. Et si c'est le cas, il faut privilégier un traitement de courte durée, sachant que les anxiolytiques peuvent
stimuler les récepteurs GABA et donc diminuer le seuil de sensibilité chez des patients qui ont déjà une hypersensibilité. Donc les anxiolytiques, ce n'est pas un traitement des troubles fonctionnels intestinaux, mais si on doit les prescrire, c'est pour traiter l'anxiété et pendant une courte durée. Voilà. On peut utiliser les prégabalines chez les patients qui ont très mal, mais comme vous le savez, prégabalines a des effets secondaires qui sont considérables. Alors beaucoup de nouveautés thérapeutiques, malheureusement, aucune n'est présente au Maroc. Pour le diarrhée fonctionnelle ou syndrome intestinal irritable type diarrhée, on a l'hélixalodine, les 5-ASA, mais ils ne sont pas très prescrits, les antagonistes 5-HT3. Beaucoup ont été retirés du marché pour les effets secondaires cardiaques, donc ils ne sont prescrits que chez les femmes d'un âge jeune qui n'ont aucun facteur de risque cardiovasculaire. La même chose pour la constipation, mais on garde ces médicaments pour les patients qu'on a échoué de traiter par les voies classiques. Les traitements alternatifs, qu'est-ce qu'on a? On a l'hypnose, il a fait ses preuves, l'hypnose, pour le traitement du syndrome intestin irritable. Il y avait une étude qui a proposé l'hypnose de plusieurs patients en groupe, et ça a marché. Ça a donné de bons résultats parce que c'est chronophage, c'est difficile d'organiser des séances d'hypnose patient par patient, on peut le faire en groupe. La relaxation pleine conscience, le yoga aussi, ça a donné de bons résultats chez des malades, on va voir ça. La thérapie cognitivo-comportementale, mais il faut trouver déjà des praticiens qui sont formés à faire ça et qui ont le temps de pratiquer cette thérapie. Parmi les nouveautés, la transplantation fécale, c'est en cours d'évolution, c'est difficile de l'essayer chez les patients qui ont des troubles fonctionnels. Par contre, ce qui ne marche pas, c'est de dire aux patients que vous devez gérer votre stress, et c'est le stress qui vous fait ça. Ça ne sert à rien de dire aux patients cela. Il faut s'il y a anxiété, il faut qu'il soit suivi par des spécialistes. Là, c'est pour montrer l'effet de l'hypnose. Donc, il y a une diminution de l'intensité et fréquence des symptômes immédiatement, et ça dure même 5 ans après. Bon, ça diminue un peu, l'effet diminue, mais ça persiste pendant longtemps. Là, pour le yoga, ça donne à peu près une petite différence avec le régime sans FODMAPs, mais à peu près le même effet. Donc, pour conclure, c'est une maladie qui est multifactorielle. Il passe par l'axe microbiote tube digestif, cerveau, et vice-versa. C'est une relation bidirectionnelle entre notre cerveau et notre tube digestif. Le traitement passe par l'écoute. Il faut rassurer les malades, il faut les informer, il faut les expliquer leur maladie. Il faut éviter de dire qu'ils n'ont rien. Un bilan minimal, il ne faut pas demander beaucoup de bilan, sauf bien sûr s'il y a indication. Traitement de première intention, c'est les traitements symptomatiques à base d'antispasmodiques, régulateurs de transit. Les autres thérapeutiques qui sont disponibles au Maroc, on trouve les probiotiques, les antibiotiques non absorbés. Pour le syndrome intestin irritable, on peut proposer un régime FODMAPs à condition qu'il soit suivi par un nutritionniste formé pour ça. Pour les douleurs, on peut arriver aux antidépresseurs, mais à dose non antidépressive. Et pourquoi pas s'aider d'autres alternatives thérapeutiques, comme le yoga, comme l'hypnose, etc. Je vous remercie. Merci à vous, professeur Mourkaoui. C'est vraiment un plaisir de vous avoir encore parmi nous, dans votre faculté, l'Oujda.